Vous étiez devant l'hôtel de ville lors du braquage du Global Cash. Il paraît que les badauds, loin d'être apeurés, à la fin ont applaudi, comme s'ils étaient au cinéma. Alors qui sont ces nouveaux braqueurs qui fascinent autant qu'ils terrifient? C'est le sujet de cette émission d'Orphée l'Enquête. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Orphée l'Enquête. Alors qui sont les nouveaux braqueurs? Pour en discuter avec moi, un plateau assez exceptionnel, réuni par Guillaume Lamy, journaliste à Lyon Capitale. À vos côtés, le spécialiste français des gangsters et du milieu, Jérôme Pirat, auteur de plusieurs livres sur le sujet. En face de vous, David Metaxas, qui est avocat lyonnais bien connu, et notamment d'un certain nombre de braqueurs, et notamment ceux, si je ne me trompe pas, du Global Cash, qui avaient fait sensation à l'automne dernier à Lyon. Et puis à vos côtés, Redouane Faïd, écrivain aujourd'hui d'un livre à succès et où vous racontez votre passé d'ancien braqueur. Avant de commencer ce débat qui s'annonce passionnant, je vous propose de regarder une petite rétrospective préparée par Guillaume Lamy et Thomas Bernardi des braquages lyonnais de l'année. Lyon, Fourvière, Séquenel et ses braquages. Depuis un an, la capitale des Gaules connaît une série de hold-up sans précédent. Cible privilégiée, les bijouteries et les joailleries et les ateliers de pierres et de métaux précieux. Tout ce qui brille passe. Lyon ne faillit pas à sa réputation de seigneurie du vol à main armée. Autrefois spécialité des beaux mecs et les truands de la vieille école, les braqueurs nouvelle génération, biberonnés aux jeux vidéo, au cinéma d'action, sont prêts à tout. On va jouer héros parce que ils n'ont rien à perdre. Voilà. Par rapport au banditisme il y a 30 ans, c'est vrai qu'à l'époque c'était des vrais truands, maintenant c'est des fous, quoi. Le mode opératoire est tellement rodé que les caïds lyonnais n'hésitent plus à s'exporter. À bord de grosses berlines, une demi-heure pied au plancher suffit à rejoindre la Suisse. Véritable Eldorado pour les braqueurs. On a des semaines d'enquête sur des individus qu'on sait être des malfaiteurs de haut niveau qui se destinent à commettre des infractions de ce type-là. Donc on suit ces individus-là et dans leurs activités criminelles, on s'aperçoit qu'ils notamment montent en zone frontalière franco-suisse pour voler des véhicules. Gagner gros et vite, peu importe le risque, tel est le credo des nouveaux braqueurs lyonnais. Voilà, retour sur le plateau de On refait l'enquête. Je me retourne tout de suite vers Guillaume Lamy. Ces braquages à Lyon, c'est vrai que l'année 2010 a été assez impressionnante. C'est nouveau, un tel phénomène? C'est nouveau parce que, effectivement, depuis je crois que c'est le 22 octobre 2009, on en compte 18, que des bijouteries, des métaux de pierres précieuses. Après, c'est nouveau, oui et non, parce que Lyon a toujours eu la culture du hold-up. Il y avait le gang des Lyonnais dans les années 70, début des années 70, qui avait occulté toutes les équipes. C'était vraiment la grosse équipe française. Dans les années 80, c'était l'âge d'or du braquage à Lyon, où la PJ disait que certaines semaines, c'était 10 à 15 braquages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, C'est un retour aux sources, en fait, pour Lyon. c'est un peu un retour aux sources, mais il y a aussi une ultra-médiatisation de ces braquages, parce que il y a des équipes qui sont lourdement armées, qui sont ultra-violentes. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette médiatisation-là. On le voit Global Cash, dont Maître Metaxas est l'avocat d'un des braqueurs. Les braqueurs se pointent en pleine ville, ils arrivent, ils sont armés de fusils d'assaut à la disqueuse, et puis ils n'hésitent pas dans leur fuite à tirer sur une voiture. Jérôme Pirat, justement, qui sont ces nouveaux braqueurs? Je sais pas les identités, je vous les donnerai pas. Vous en connaissez quelques-uns? A priori, ils présentent à peu près tous le même profil, que ce soit à Lyon ou d'ailleurs ailleurs en France, parce que le phénomène est assez national. Le retour du braquage se fait pas chez vous. Oui, c'est des gens qui ont à peu près tous le même profil, c'est-à-dire entre 20 et c'est difficile, 35 ans, plutôt issus des quartiers dits sensibles. Voilà, c'est à peu près ça. C'est des gens qui sont montés assez vite dans le banditisme et qui donnent leur pleine mesure aujourd'hui. Vous confirmez, David Metaxas, c'est vos clients? La première idée qui me vient à l'esprit, c'est des gosses. C'est des gosses. C'est des gosses, avec tout ce que sous-entend l'immaturité. Donc, quelque part, l'absence de conscience. De la gravité du comportement, on le verra, mais c'est des gosses qui s'équipent facilement, malheureusement, d'armes lourdes de guerre et de voitures volées, voilà. Et puis après, ils montent au braquage. Mais il y a un contexte, effectivement, la médiatisation joue un rôle fondamental. Et puis, contexte de crise économique. C'est-à-dire que ça les stimule, la médiatisation, vous voulez dire? On est dans une société de spectacle. Donc, une société de spectacle, elle a besoin d'acteurs.
Et je regrette que certains de ces gosses, effectivement, endossent ce rôle-là. Mais je crois aussi qu'il y a un contexte de crise économique. Il n'y a pas de hasard. Septembre 2009, on est en pleine crise économique. Et on a l'Eldorado à Lyon, le triangle d'or, et puis les cités, voilà quoi, à quelques kilomètres. Et on fait le calcul, et on observe que tous les braquages ont lieu dans le même quartier, sur un rayon de 500 mètres. Et effectivement, on a des garçons Ils viennent désespérés. braquer en centre-ville, là où c'est visible, là où... Oui, mais de toute façon, un braquage commis à 17h de l'après-midi, comme celui du Global Cash, jour d'affluence, où on a 200 témoins qui regardent. Il y avait la le scène. forum de Libération en même temps, le ministre de la Défense. On a 200 témoins qui n'ont même pas peur. Les gens, ils n'ont pas peur. Ils prennent des photos. Et Ils ils regardent la applaudissent à scène. la fin. C'est ce qu'on voit sur les caméras. Non, mais- Il y a Pyramide. eu des cas à Paris sur ils braquent les distributeurs automatiques de billets. Alors, il y en a moins ici, mais nous, ils font ça à l'explosif. Ils viennent, ils mettent une charge, ils font sauter le DAB, comme on dit. Et puis, il y a eu des cas où vous pouvez les regarder sur Internet, où il y a un attroupement de la foule qui regarde à l'intérieur du placard blindé où il y a les braqueurs et qui essayent de les prendre en photo. Et les mecs sortent, ils sont obligés de se frayer un passage à travers les badauds. Enfin, c'est quand même juste surréaliste, quoi. C'est une situation que vous aviez connue, Jordan Failly? Moi, je rejoins un petit peu ce que disent tous ces messieurs, mais je dirais plutôt que c'est vrai qu'ils ont un goût du spectacle, je pense qu'ils sont attirés par ça, et qu'autrefois, si tu montais sur un braquage d'un bureau de change comme celui dans le centre-ville de Lyon, Global Cash, on y serait allé à 1 ou 2 personnes, 3 personnes, juste avec des 357 Magnum. Aujourd'hui, ils y vont à 4-5, ils mettent des gilets pare-balles, ils prennent des fusils d'assaut. Donc, à 8h du matin, en semaine. Bon, ils y vont en plein après-midi, etc. Donc je pense qu'il y a une part quand même un petit peu d'inconscience. Même nous, on les rend un petit peu professionnels parce qu'ils ont un équipement de professionnels, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette logistique quand même. Nous, autrefois, c'était très difficile d'avoir des armes. Donc C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus simple d'avoir des armes. C'est clair et net. C'est ce qui rend le braquage plus Comment ça spectaculaire, s'explique, plus médiatique. Il y a eu l'éclatement de l'Europe de l'Est et puis tout simplement les armes. Et puis moi, je pose une question à Maître Metaxas qui est avec nous aujourd'hui. Je dirais même que, est-ce que même s'ils auraient le choix entre un 357 Magnum et une AK-47, je pense qu'ils iraient quand même vers l'AK-47. C'est certain. C'est certain. Mais C'est ça qui est... Je ne suis pas un spécialiste d'armes, la K-47, c'est un fusil d'assaut. fusil la d'assaut, Kalachnikov, une arme de fusil guerre. Et en fait, c'est très ça paraît juste. mieux pour un braquage, non? Vous pouvez commander ça sur Internet, pourvu Ah qu'il oui. soit démonté. Et il le remonte facilement ici. Il n'y a même pas besoin de réseau structuré. Et effectivement, je crois qu'on a affaire à des garçons qui ont du matériel de professionnels, mais qui ne le sont pas. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Ils compensent même, je serais tenté de dire qu'ils compensent leur non-préparation des coups par une débauche de moyens en se disant de toute façon on ira à l'affrontement puisque le truc n'est pas préparé. Samedi 17h, il y a 200 personnes, on se doute bien que la police va pas tarder à arriver. Donc voilà, au lieu de préparer le truc, de monter à 2 avec un petit flingue, d'essayer de se dire on va le faire en 12, personne ne nous verra, on partira avant que les forces de l'ordre arrivent. On y va, démonstration de force, ça passe ou ça casse. Il y a un rapport de force qui est complètement évident. Il y avait et certains types de l'APJ, c'est pas l'avis de toute l'APJ à Lyon, mais il y en avait certains qui disaient finalement que les types arrivent aussi armés, c'est de l'amateurisme. Non, moi je pense que c'est un changement de méthodologie. C'est-à-dire les mecs dans le temps, ils se disent on va pas y passer 6 mois. En gros, il suffit d'être plus fort que ceux qui risquent de vouloir nous arrêter. Donc on y va en force et puis ça passe. Il y a pas de En raison. l'occurrence, c'était pas très discret parce qu'ils ont été. La police les a laissés faire parce qu'ils les suivaient depuis le départ et il les a retrouvés juste après. de toute Ils façon, savent très bien qu'ils vont les laisser faire. Je l'ai affirmé depuis le début, c'est dans le dossier. Je veux dire, on a des photos des surveillances avant, pas pendant, et après. Ils ont perdu le fil juste avant le braquage. Juste avant, et ils le reprennent juste après. Parce qu'ils assistent même à la voiture relais, à l'échange. C'est les pieds nickelés, la Où on police, qui s'est voit, passé là. où on voit les garçons avec les cagoules remontées, les armes lourdes. Alors après, chacun a ses explications, la police disant on ne peut pas intervenir dans ces conditions-là, c'est trop compliqué. Ça se comprend. Hein, Ça peut être entendu. Vu la foule qu'il y avait. Ça peut être entendu. Mais moi, ce que j'observe, et ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que préparation, zéro. On a des garçons qui se sont fixés un rendez-vous Bien sûr. et qui sont partis à leur box récupérer le véhicule pour y monter. Là, il n'y a Zéro pas de préparation sur le... Et rien. C'est pas préparé. Alors, il y a une voiture. Ah si, ils sont venus la veille, je Il y a crois, des mais il y avait armes. des manifestants, Ouais, ils sont donc ils sont plantés, repartis. ouais. Non, mais attendez. Dans le dossier, franchement, sans aller dans le détail, je vous garantis, il n'y a rien. C'est des bandes désorganisées. Donc en gros, c'est des types qui réfléchissent pas ou pas? Il n'y a pas de réflexion. Il n'y en a pas. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça signe une différence notable. Mais ça, je pense qu'effectivement, on va avoir la réponse avec ce qui se passait avant.
Ça n'a plus rien à voir. Justement, Moi, avant. je rejoins vraiment ce qu'il dit. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse préparation. Vous savez, si vous faites un repérage sur un braquage, vous venez sur place comme à Global Cash, etc. Vous voyez les gens qu'il y a, vous voyez le nombre de policiers qui passent, vous voyez l'objectif que c'est, etc. Vous reculez. C'est automatique. Vous allez vers un objectif qui est beaucoup plus simple. Je pense que c'est des jeunes qui se chauffent la tête. Ils sont en émulation entre eux. Et limite, je dirais pas sur un coup de tête, mais presque. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une logistique qui est à portée de main. Donc ils ont des voitures puissantes, ils savent voler des voitures, les jeunes. Donc ils se mettent dedans, ils se chauffent la tête, on y va, on prend notre temps. Vous avez vu quand vous regardez l'affaire du Global Cash, et ça, c'est vrai que ça démontre pas un grand professionnalisme. Les gars, ils prennent leur temps. Les mecs, ils sont posés, tu sais pas où t'es là, mon gars. Ils prennent leur temps. Normalement, tu dois aller à 250 km/h, quoi. Tu restes 1 minute, tu t'en vas. Et encore, si t'as pas le cran, mais si tu as, vraiment préparé ça de manière assez professionnelle et que tu bases tout sur la rapidité, la vitesse d'exécution, des gestes précis, etc. Là, d'accord, mais c'est pas du tout le cas. C'est des mecs, le mec il marche, les gens les regardent, l'autre... non, je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment préparé. Et sur ça, je vous rejoins. Et vous, à votre époque, l'aspect médiatisation, l'aspect acteur, ça rentrait pas du tout en ligne de compte? Alors, vous savez, à l'époque, moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Hein. Si tu as à refaire, je ne le referai pas. Donc déjà, je tiens à vous dire ça. Mais à l'époque, on était dans... Parce que vous l'avez payé aussi relativement cher. Exactement. J'ai fait 10 ans et 3 mois. Je suis sorti il y a à peine 2 ans. Je suis encore sous libération conditionnelle. Je dirais qu'à l'époque, non. Justement, à l'époque, tu ne cherchais pas les médias. Tu cherchais à ce que ton affaire se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts, que ça ne tire pas. Pourquoi? Parce qu'on avait conscience que si ça se passe mal et si tu tires ou si tu viens en plein centre-ville comme ça, etc., ça va attirer les médias. Donc les pouvoirs publics vont mettre de la pression sur la PJ, le monde des indices qui vont être en ébullition, et puis voilà, et puis tu cherches pas à tirer parce que tu respectes aussi la vie humaine. Donc sur ça, on était plus dégoûtés quand... Ça s'est toujours bien passé pour vous? Ça s'est toujours bien passé, sauf une fois lors de l'attaque d'un fourgon blindé, les policiers sont venus plus rapidement que possible, et puis j'ai pris une balle, mais ça va, j'ai réussi à tromper la mort. Donc, et puis c'est là où vous êtes fait arrêter? Ah non, je me suis pas fait arrêter. Hein, même pas? Non, je suis rentré en clandestinité. J'étais déjà dans la clandestinité depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Ils m'ont attrapé 1 an et demi après. Mais là encore, vous savez, avant, vous avez des réseaux de faux papiers. Mais bon, vous êtes clandestin, pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas envie de vous rendre, hein, par instinct animal. Et puis la prison, ça fait peur. Mais c'est un mauvais chemin. Quand on a reçu une balle, on reste dans la clandestinité? Vous vous êtes fait soigner comment? Je me suis fait soigner. Je ne vais pas vous dire exactement comment je vais dire. Il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a soigné. Et puis voilà, on m'a extrait un petit peu les dégâts que j'avais un petit peu à mon épaule, et puis après je me suis remis d'attaque, et puis on a repris quand même 1 an et demi, mais c'est ça le revers de la médaille, l'envers du décor du banditisme. Vous savez, quand vous rentrez dans la délinquance, dans ce milieu du grand banditisme, vous avez 2 chemins qui vous attendent, c'est la mort et la prison. Donc c'est inévitable. Ah non, c'est inévitable. Donc, mais le problème, c'est que quand vous rentrez dans le vol, c'est ça le piège du vol, c'est que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Moi, vous savez, avant de rentrer en prison, je voulais m'arrêter. Et le problème, c'est que j'ai laissé mon ADN sur l'attaque d'un fourgon blindé, je voulais pas aller en prison, donc je me suis évadé d'un pénitencier en Suisse aussi, pareil. Donc voilà, il y a un engrenage, il y a une spirale infernale, et puis un jour... Est-ce qu'on vous arrête? Je peux vous dire Dieu merci, je suis parti en prison, mais bon, je suis un peu content parce que je ne serais pas avec vous aujourd'hui ici. Et puis, alors avant de poursuivre le débat, je propose de regarder un braquage, mais du côté d'une victime qui a été pour le coup assez courageuse. C'est au bout de cette rue à sens unique d'Oulin, assis dans son camion attendant un feu, que la vie de ce chauffeur-livreur a failli basculer. Il avait une arme de poing avec un canon très très long. Donc il me braque, il me dit démarre vite. Mais je n'ai pas senti vraiment de la conviction dans sa voix, comme s'il avait peur. Mais j'ai anticipé, comme je l'avais vu monter dans mon camion grâce à mon rétro, j'avais 1 seconde d'avance sur lui. Donc j'ai anticipé et je lui ai dit va te faire foutre connard. J'ai pris les clés du camion et je me suis enfui en courant. Le 17 novembre dernier, le braqueur et ses 2 complices ne s'attendaient sans doute pas à autant d'aplomb de la part de leur victime. Le camion qui venait de quitter une entreprise spécialisée dans la transformation de métaux précieux se trouve immobilisé sur la route. Pris de panique, les malfaiteurs brûlent alors leur propre véhicule, dont les stigmates marquent encore les lieux, avant de s'enfuir au volant d'une voiture. Daniel n'analyse pas son geste fou comme héroïque. Il dit avoir juste voulu sauver sa peau et ne pas se faire voler son camion, comme ce fut le cas il y a 5 ans lors d'une livraison à Irini. Ça, par contre, je m'en souviens, ça a été un véritable traumatisme. Là, ça a été un traumatisme. Ouais. Il a réussi à partir avec mon camion. Là, je m'en suis souvenu.
Alors inconsciemment, ce deuxième braquage, j'ai peut-être pensé inconsciemment. Cette fois, je ne voulais pas qu'il parte avec mon camion. Sincèrement, je ne voulais pas. Alors, retour sur le plateau d'Orphée l'enquête. Avant de nous faire réagir là, sur le reportage qu'on vient de voir, pendant l'émission, pendant la diffusion du reportage, vous disiez qu'il était un peu fou quand même. Inconscient peut-être. Inconscient peut-être. Oui. Non, je voulais juste Guillaume faire une Lamy, parenthèse. un point sur les armes. On avait parlé des armes, simplement juste la JIRS, qui est la juridiction interrégionale spécialisée, donc qui est en fait le pôle anticriminalité du parquet, c'est un peu ça. Oui, c'est tout ce Voilà, qui qui s'occupe de la m'avait dit que délinquance. sur les armes, des stocks d'armes, il y en a plein d'agglomérations. En gros, c'est des petits box qui sont farcis de gros bolides de 4x4 et d'armes. Eux, ce qu'ils me disaient, c'est qu'il y a toute catégorie, tout calibre. En gros, c'est libre service pour les go faster et les braqueurs. On avait fait la une de Lyon Capitale en octobre sur un stock d'armes à la Duchère, où on aurait retrouvé Kalachnikov, lance-roquettes, et de l'explosif C4 et le fameux Semtex qu'on avait dérobé à Corba en 2008. Voilà, parenthèse. Quand on trouve ce type d'explosif, fermé. on pense plutôt à du terrorisme, mais c'est des armes utilisées par les braqueurs? Alors, jusqu'à récemment, les explosifs sortaient quand même pas très souvent. C'est-à-dire, à part si vous faisiez des fourgons blindés ou ce genre d'exercices qui sont pas non plus, qui n'arrivent pas toutes les semaines, peu de raisons d'utiliser ou alors faire sauter la voiture d'un concurrent. Bon, ça, c'est pas une pratique très courante ici. En revanche, là, depuis, nous, par exemple, en région parisienne, depuis 2 ans, on a une multiplication. On a 25 distributeurs automatiques de billets dont je parlais tout à l'heure, là, qui font sauter les types. Alors, ils prennent une petite boule de 50 grammes, en gros, ils la collent sur le distributeur, puis ils l'arrachent. Donc voilà, ça sert principalement à ça, mais effectivement, il y a une petite reconnaissance. Alors, c'est pas non plus complètement anodin, c'est que c'est les stocks qui viennent de Bosnie et de Croatie principalement. Ils ont des dates de péremption, c'est comme les yaourts, les explosifs. Et donc, en gros, là, il y a une grosse partie de ces stocks qui arrivent à la date limite de consommation. Donc ça arrive pas très cher chez nous. Et donc c'est pas cher sur le marché. Mais ça veut dire qu'on risque d'avoir beaucoup de braquages. Pas non plus très évident à trouver. Il faut quand même relativiser le propos, vous n'en avez pas non plus chaque coin de rue. C'était quelque chose que vous ne trouviez pas à votre époque? C'était extrêmement difficile. Des explosifs, des fusils d'assaut. Déjà, vous savez que quand... Moi, j'ai évolué dans un milieu qui était très cloisonné, très cloisonné. Vous savez, jamais j'ai ramené... À la fin des années 90. Oui, jamais j'ai ramené ma tête devant un vendeur d'armes et je vais lui demander 4 Kalachnikov et un pain de plastique parce qu'il sait que je vais braquer un fourgon blindé et puis demain, il va avoir un joker en garde à vue ou alors il va parler sur moi. Donc c'était quelque chose de très compartimenté, très professionnel. Il fallait aller voir des... Voilà, quoi, il y avait tout un cloisonnement qui fait qu'on ne savait pas que les armes et les explosifs venaient. Et puis carrément, on n'en trouvait pas en région parisienne. Quoi. On allait carrément en Belgique, ailleurs, quoi, pour en trouver. C'était le moment où ça arrivait en plus. Bien sûr, 96, 97, 98, c'est l'époque où ça commence à débarquer. Il n'est pas donné à n'importe qui de vous ramener ce genre de matériel. Quand aujourd'hui, on voit les stocks d'armes et d'explosifs, c'est vrai qu'ils se vendent. Bon, alors ça se vend. Vous n'avez pas trouvé ça dans toutes les cités, dans les escaliers. Là, je pense qu'on est quand même dans le cliché, quoi. Je pense, et il n'y en a pas tant que ça non plus. Maintenant, c'est vrai que, comme il disait... Mais il y a quand même un certain nombre de stocks d'armes parce qu'on a trouvé surmédiatisé quand même. Non, mais il y en a, mais on a affaire à un trafic, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'on a affaire à un trafic de fourmis quand même, principalement. C'est-à-dire on n'a pas des filières. Il y a eu une affaire à Toulon où ils ont trouvé 51 Kalachnikov, c'est la seule qui avait un peu des allures industrielles. Les autres, c'est quand même généralement du flux tendu. C'est votre copain qui est serveur au café, qui est d'à côté, qui est originaire de Belgrade, à qui vous allez donner un billet, et quand il revient de vacances pour parler avec maman et les enfants dans la voiture, il en demande 2 ou 3, et puis il les revend pour se faire un billet. Donc ça marche comme ça. Alors c'est d'autant plus paradoxalement difficile à démanteler que si c'était des filières organisées, avec des mecs avec des casiers noirs comme des corbeaux. Là, évidemment, vous allez vous trouver devant donc c'est garagistes. Qui en vacances vont ramener du Semtex. À Paris, il y a quelques années, à Nanterre, pour être précis, qui est en banlieue parisienne, au nord de Paris, il y a un garagiste chez qui on a trouvé 14 lance-roquettes. Le gars, il était garagiste à Nanterre, mais il avait un copain, il était d'origine serbe, il avait un copain à Belgrade qui pouvait lui avoir ça. Et voilà, enfin, d'ailleurs, on ne sait pas bien à quoi ça allait servir, parce que pas non plus d'un usage très courant, le lance-roquette. Mais voilà, donc c'est souvent ce genre de filière. C'est filière, exactement. Donc c'est très difficile à démanteler, parce que vous avez des gens qui ne sont pas connus des services de police. Vous avez des chauffeurs de bus, vous avez des... Voilà. Donc c'est impossible de tracer. Il y a peu de trafic d'armes, y compris d'ailleurs à la JIRS à Lyon. Oui, je suis assez bien placé pour le savoir. Très peu. Il y a beaucoup de dossiers de détention d'armes. Pourtant, il y a beaucoup d'armes. C'est-à-dire que ça vient par des milliers de moyens. Mais c'est le signe que les services de police et la JIRS n'arrivent pas à remonter les filières, parce qu'il n'y en a pas. Je le pense sincèrement. Je crois vraiment que ça se fait à la commande. Pour le coup, du flux tendu. Une sécurité pour un braqueur. Quand on les retrouve d'ailleurs, les armes n'ont jamais de traçabilité. On ne sait même pas d'où elles viennent. Souvent des pays de l'Est, effectivement, mais ça, ce n'est pas une découverte en soi. C'est effectivement l'explosion du bloc de l'Est qui permet à des armes d'arriver. Au C4 aussi. Alors moi, j'ai vu une utilisation assez particulière du C4.
c'est pas réservé aux fourgons, c'est aussi réservé à des choses plus préoccupantes, les évasions. Ah oui, on avait oublié de mentionner, il y a eu à Ça sert Villefranche, non aussi pas à à ça. Villefranche-sur-Saône. À Moulins, Il y a à Moulins oui, notamment. il y a eu- Bon, il y a eu, à il y a eu Fresnes, un nous, on a dossier eu Anthony récent qui Ferrat. va être jugé bientôt à la GIRS à Lyon aussi sur une évasion à Saint-Étienne. Enfin, l'interpellation. Et que là, ça a eu se fait à lieu. l'explosion. Et là, dans le box, effectivement, c'était signé. Il y avait, on savait à quoi ça allait servir, il y avait du C4. Il y a à Grenoble, on a trouvé. Ceci aussi. étant, après, effectivement, on est dans le cliché, voire même le fantasme. C'est-à-dire que c'est rare, faut quand même le souligner, c'est extrêmement rare. Et contrairement à ce que soutient, je peux le comprendre, hein, pour des raisons de sécurité publique et de répression publique, la GIRS, pas non plus dans tous les box. Heureusement. Mais Donc, il n'y a pas de on peut l'explosif en partout. trouver Par contre, des armes de guerre, on en trouve beaucoup plus. plus facilement. Est-ce qu'on peut craindre que ça dégénère? Parce que jusqu'à présent, les braquages qu'on a depuis le début de l'année, ils se passent finalement bien. Il n'y a pas eu de mort. Ça le dégénère braquage. déjà au niveau des explosifs. En région parisienne, vous avez au moins une trentaine d'attaques de distributeurs automatiques de billes réalisées avec des explosifs. Et vous avez des gosses qui pensent maîtriser de l'explosif avec un détonateur. Vous allumez une mèche et puis ça pète. Et puis un jour, ça va leur péter dans la gueule. Ou un jour, ça va faire une victime collatérale. Ça, c'est clair. À ce niveau-là, bien sûr, moi, je pense que les répercussions elles seront surtout par rapport à ça, quoi. Et puis, est-ce qu'il y a le pas danger, aussi un s'il effet existe. il y a un effet de mimétisme, de toute façon, dans tout ce qui est grand banditisme. C'est-à-dire qu'il y a des types qui vont faire ça, le lendemain, ça va donner des idées à un d'autres effet de types, mode. ainsi de suite. Voilà. L'explosif sur les distributeurs avec de billets, on l'a bien vu. Il y a une première équipe qui a commencé. Ils ont fait des essais sur des portes de gymnase la nuit pour voir comment ça marchait. Et puis après, on a vu les premiers trucs arriver. Et puis les 3 premiers, ils n'ont pas marché. Le 4e, ils ont réglé un peu mieux leur truc. Et puis hop, 2e équipe s'est mis sur le. Voilà. Enfin, et puis maintenant, ils sont 3 ou 4 à tourner en région, en Île-de-France. Et ça vient de péter à Perpignan, ça a pété à Montpellier il n'y a pas longtemps Mais sur le comment même ils se schéma. renouvellent autant? Parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas très préparés, que la police arrive finalement à les appréhender assez rapidement après leur fait d'armes. C'est les équipes à Comment ça se tiroir. renouvelle? C'est Il les y a équipes, énormément de jeunes Non, mais, intéressés par ces actions. Maître, allez-y, parce que Tiroir. c'est la réponse. les équipes à tiroir. C'est-à-dire, elles sont constituées de certains noyaux durs et elles sont capables, lorsque les De noyaux ont été- recruter. effectivement, de se reconstituer dès l'interpellation. En gros, ça se compose, ça se recompose, c'est un peu comme un Exactement. mécano. Et tac, tac, quelle tac. sera la suite? Est-ce qu'on peut imaginer que la police va prendre le dessus parce que finalement ils ne sont pas si faciles que ça à retrouver et va arriver à Quand mettre il y en fin a à qui ces tombent, il y en actions? a qui sont libérés. Par définition. C'est un vous avez quand même éternel un roulement. C'est un D'ailleurs, éternel recommencement. c'est aussi pour ça que je fais ce métier entre guillemets, c'est-à-dire qu'on libère aussi des gens. Mais au lieu de dire que Vous aurez toujours du boulot en fait. Non, mais C'est-à-dire attendez, qu'à partir on a du un moment, compte- non, mais La nature a hors du vide, hein, en matière criminelle, généralement. il y a un contexte, il y a un contexte économique important et social Est-ce avec qu'il faut une tension. craindre une montée en épingle et puis que des braquages qu'on a vus qui se passent relativement bien, là, comme au Global Cash, même si c'est inconscient, le coup d'après, ça dégénère complètement. Je pense pas que ça va dégénérer. Je pense que c'est quand même des gens qui se soucient de la casse. On le voit bien au Global Cash. Hein. C'est pas des gens qui ont pris un fusil d'assaut puis qu'ils ont commencé à tirer sur le Global Cash ou à tirer sur les gens ou autre. Je pense que c'est des gens quand même qui se maîtrisent et puis ils ont conscience quand même qu'il faut pas qu'ils fassent de blessés et puis qui partent vite fait. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des moments de panique. Morts, ça change. Bah, ça change complètement tout. la condamnation à la vous fin. savez, il n'y a rien de plus simple que de faire un braquage, tirer dans le tas, tuer, prendre l'argent et partir. Donc quand vous avez des gens qui viennent et qui tirent pas et qui blessent pas, qui prennent l'argent et qui s'en vont, c'est que déjà il y a un minimum quand même De respect de la vie. Ouais, de respect déjà. de la vie, de savoir-faire, savoir-faire, ça c'est indéniable. Et surtout, est-ce que c'est la peur de la condamnation qui change l'attitude? Non, il y a le respect de la vie déjà, avant tout, ça c'est clair et net. Le respect de la condamnation, je pense pas, justement. Je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, auparavant, Maître Metaxas. Vous savez, ils iraient avec un 357 Magnum, on parlait de ça tout à l'heure. C'est pas du tout la même affaire. Hein. C'est pas du tout la même affaire. Le problème, c'est qu'ils vont avec des fusils d'assaut, des gilets pare-balles. Donc, C'est-à-dire que si on y va avec pense un que c'est une flingue bande classique, organisée. c'est moins grave. Ils ne pensent pas se faire prendre surtout. Là, vous ne montez pas sur une affaire comme ça si vous dites déjà, bon, alors ça va être 10 piges ou 15 piges. Enfin, en gros, on n'a pas l'impression. On a l'impression que de toute façon, ils ont dans l'idée de rentrer chez Ça, eux c'est à clair. tout prix. C'est leur Donc, mot d'ordre, voilà, d'ailleurs. c'est leur mot d'ordre. On rentre chez nous, quoi qu'il arrive, Le hein. soir, voilà, c'est pour ça qu'on monte comme à la guerre, on y va, on sera plus fort qu'en face et on va rentrer. Donc, je suis pas sûr que l'histoire de la peine, etc., les mecs mesurent bien en disant j'ai le fusil d'assaut. Parce qu'avec un fusil d'assaut, la peine est beaucoup plus lourde qu'avec un Ça n'a rien à Magnum. voir. Forcément. Oui, là, ça n'a pas fait Strictement pas le rien. même C'est effet. quel non. Ah oui, oui. Bah, on passe devant une cour d'assises hein, pour vol avec Il y a arme. quand même, Donc un jury braquage populaire, classique, Si vous expliquez aux jurés qui ne sont pas des juges professionnels que vous y êtes allé avec une arme classique, entre guillemets,
Que vous étiez deux avec le bas de votre C'est sœur. clair, Bon, ouais. voilà, c'est Et déjà c'est pas la même chose que de dire j'y suis part allé sur, avec un 5 gilet ans, pare-balles ouais. Des Kalachnikov 47. et lance-roquettes ou AK-47. Et donc là, vos clients, concrètement, vous pensez qu'ils risquent quoi? Ah C'est 20 ans, dans, 25 non, ans mais dans le code pénal, il est en récidive légale. Donc, mais c'est dit, dans le code pénal, c'est perpétuité. Est-ce que le braqueur que vous défendez, il est quoi? C'est un multirécidiviste Il est multirécidiviste. qui est en liberté conditionnelle? Oui, il est en liberté conditionnelle. Bon, il a un casier judiciaire chargé. C'est quelqu'un qui a assumé sa responsabilité, mais j'aime beaucoup, moi, cette idée, et je veux absolument revenir dessus, d'avoir affaire à des gosses surarmés, c'est le terme, suréquipés, et qui en même temps n'utilisent pas les armes. Et qui au final vont quand même passer Parce leur vie en prison. qu'ils ont le sens du respect de la vie, Bien sûr. quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, c'est une certitude. Même s'ils sont dans le spectacle, contre leur gré, bon gré mal gré. Alors ce sera le mot de la fin de ce débat, mais comme il est passionnant, moi je vous garde et puis on en fait immédiatement un nouveau. Donc vous aurez l'occasion de voir une nouvelle émission d'On refait l'enquête spéciale braquage.